Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Et je tiens à signaler que si les tables du fond continuent à parler, elles seront privées de dessert. D'emblée, voilà. Merci d'être avec nous pendant quelques minutes. On va parler évidemment d'intelligence artificielle, de son évolution prévisible à moyen terme. Merci beaucoup, c'est très agréable. Et en particulier du potentiel qu'a ce pays à l'égard de l'intelligence artificielle. Donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'il se passe pas mal de choses sur le plan politique. Il y a eu un certain nombre de remous qui ont eu lieu ces derniers temps. Et puis au-delà de ça, quelques mois plus tôt ou quelques semaines plus tôt, on a eu un certain nombre d'événements dans le domaine de l'intelligence artificielle. La question se pose d'ailleurs de savoir dans quelle mesure il va y avoir une continuité de cette action qui a été initiée. Mais plutôt que d'aller regarder vers l'avenir, je vous propose d'essayer de comprendre un peu en perspective ce qui s'est passé, pourquoi on a une accélération. Et je crois que c'est important de remettre ça dans une perspective relativement longue. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler très longtemps. Je sais que vous avez envie de votre dessert et au-delà de ça que c'est un moment festif. Mais je voudrais quand même que dans un temps le plus court possible, vous arriviez à sortir avec quelques idées fortes sur l'évolution prévisible de cette technologie dont tout le monde parle. Alors, la première personne que je cite toujours, c'est ce monsieur, j'espère que vous le connaissez. C'est le père de tout, à mon point de vue, puisque l'accélération que vous rencontrez aujourd'hui, ce qui fait que quand vous achetez un smartphone, il est à chaque fois plus performant, c'est grâce à lui, c'est l'inventeur du microprocesseur. Et puis c'est le monsieur qui a expliqué que ces microprocesseurs, en 1971, sont appelés à doubler de puissance tous les 24 mois. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit comme ça. Là, vous avez le premier microprocesseur, vous ne pouvez pas voir, vous êtes trop loin, c'est le Intel 4004, il a 1650 transistors. On est en 1971. Et puis tout en haut à droite, vous avez le Apple M3 Pro, il a 130 milliards de transistors. Et en fait, ça découle, cette différence entre ces deux chiffres et cette échelle logarithmique qu'on voit ici, elle découle d'une chose très simple, c'est que si vous multipliez 1650 par 2, tous les 2 ans, vous arrivez à peu près, je crois, aux alentours de 105 milliards, donc vous êtes quasiment dans les purs. Et c'est ça qui fait qu'on a finalement une explosion de capacité de calcul, de rétrécissement de la taille, de rétrécissement de la consommation énergétique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, 2 adresses IP sur 3 qui sont mis en route dans le monde, ça n'est plus des adresses avec des interfaces, c'est-à-dire c'est plus des ordinateurs ou des téléphones mobiles, mais c'est dans le plafond, c'est dans votre voiture, c'est ailleurs. C'est ça la dynamique à laquelle on est confronté actuellement. Il y a eu quelques grandes étapes dans l'histoire de l'informatique. Celle des mainframes, c'est celle de Alan Turing, donc les très gros ordinateurs qui sont faits par des militaires pour des militaires, en gros en caricaturant un peu. Ça va durer jusqu'au milieu des années 80. Il y a eu l'état de la micro-informatique, je pense que tout le monde la connaît. Le génie, c'est d'avoir créé une interface graphique qui fait que vous savez utiliser un smartphone ou un ordinateur sans taper des lignes de code. Ça a l'air de rien, mais c'était absolument brillantissime dans les années 70 de comprendre qu'il fallait absolument faire ça si on voulait diffuser la technologie. Et c'est des hippies qui ont fait ça. Et puis, évidemment, l'ère du cloud, c'est celle des marchands. C'est quand on a commencé à faire la globalisation dans les années 80-90. Il fallait des technologies de scalabilité pour pouvoir vendre tout autour de la planète. Et on a inventé le cloud et Internet en passant dans ce contexte-là. Et puis évidemment, dans les années 2000, une nouvelle tentative d'architecture qui sera, on peut le dire quand même, pas le succès qu'on aurait pu espérer qu'elle soit, qui est celle du Web3, des architectures décentralisées. La dernière étape de tout ça, évidemment, c'est celle de l'intelligence artificielle. C'est une vieille technologie. D'ailleurs, on retourne un peu à l'inventeur du mainframe, puisque finalement, le père de l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing. Donc, c'est le même qui a inventé le mainframe, qui aura aussi posé les théorèmes et les principes de base de ce qui deviendra plus tard ChatGPT d'une certaine manière. C'est un très grand raccourci sur lequel on va très rapidement revenir, mais je voudrais que vous compreniez que les architectures, elles sont créées dans un contexte politique, technopolitique dominant. Et ce contexte, c'est celui-ci. C'est celui de la guerre froide, les mainframes. C'est de l'ordinateur centralisé, de la data qui est centralisée, c'est opaque, c'est fermé. Après, on a les hippies qui vont voler le feu sacré aux militaires. Et donc, qui vont faire des systèmes complètement décentralisés, le micro-ordinateur,
On est dans une période d'utopie très importante, absolument fascinante. Et puis, on a le cloud, on recentralise. Là, c'est les marchands, c'est la globalisation, c'est la révolution conservatrice de Thatcher-Reagan, l'endiguement de l'URSS par le marché. C'est ce qui correspond à cette volonté d'émancipation. La synchronisation des marchés financiers aussi, permise par la technologie. Tout ça arrive à la fin des années 80, au début des années 90. Une ère extraordinaire d'utopie, mais qui va se casser le nez sur finalement un certain nombre de facteurs. La faille financière de 2008, et puis aussi le fait qu'on commence à douter d'Internet, les affaires Snowden, Cambridge Analytica, on rentre dans une dynamique assez différente. Et là-dessus, c'est très intéressant d'observer qu'en 2009, la blockchain est créée. Satoshi Nakamoto, le pseudonyme du créateur de la Bitcoin, va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il va dire, finalement, on ne peut pas faire confiance aux institutions publiques, aux grandes entreprises, aux banques centrales. Il faut qu'on crée des technologies d'émancipation. Finalement, on est des libertariens et on va créer toutes les briques technologiques qui nous permettent de nous affranchir du monde physique, du monde réel, et de vivre dans le monde virtuel avec nos technologies d'information, nos technologies de transaction. Et c'est dans ce contexte qu'il invente le Bitcoin. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça met tellement en exergue cette idée que finalement, c'est au départ une intention, un contexte qui suscite l'émergence des technologies. Alors la question qui se pose, c'est évidemment dans quel contexte on met l'intelligence artificielle. On le saura probablement plus tard. On le saura dans l'histoire. Quand on se retournera, on se dira c'est évident, elle s'est inscrite dans une rupture et ce qui dominait à ce moment-là, c'était ce fait-là. Une hypothèse que je fais, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, elle soit au service de l'environnement. Pourquoi je pense ça? D'abord parce que c'est une technologie de productivité. C'est la première fois qu'on sait qu'une technologie va massivement créer de la productivité. La traduction pour les journalistes, c'est ça va détruire de l'emploi. Mais avant tout, ça va créer de la productivité. Et la question, c'est de savoir où on affecte le surcroît de productivité. Et on a un besoin immense qui coûte 3 trilliards par an à couvrir, c'est la transition environnementale. Donc je pense que cette technologie pourrait très bien être un marqueur de l'esprit du temps. Et l'esprit du temps, ce qui domine, c'est plus la guerre froide, c'est plus le risque d'anéantissement dans une guerre nucléaire, c'est plus une période d'expansion économique majeure, c'est plus la globalisation, on est plutôt dans une période de déglobalisation, c'est plus même finalement une contre-réforme qui consiste à dire justement on va déglobaliser puis on va créer des technologies d'autonomisation, mais c'est quelque chose d'assez différent. Et ce qui est intéressant, je crois que c'est à avoir à l'esprit dans ce contexte un peu difficile dans lequel on traverse, c'est que contrairement à ce qu'on pense, l'état d'esprit dominant, il évolue très très vite. En 1962, le magazine Life fait un sondage, ils sondent les Américains, et je ne me souviens plus du chiffre, je crois que c'était 85% des Américains pensaient qu'il y allait avoir une guerre nucléaire dans les 2 ans qui venaient. Quand même assez gloomy, hein, le moins qu'on puisse dire. Après, vous avez une période extraordinaire d'utopie, d'ailleurs exagérée. Francis Fukuyama nous explique que c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que tous les pays vont verser dans la démocratie. Thomas Friedman nous explique que finalement la technologie va amener l'éducation et la santé à l'ensemble des peuples, avec un sérieux qui sera enseigné à Harvard. Il donnera des cours d'ailleurs. Et puis, on rentre dans une période de dystopie très forte, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, réchauffement climatique, etc., là-dessus. En fait, ce qui fait l'histoire, ce n'est pas le moment qu'on vit, c'est la perspective. Ce qu'on ressent, la perception du temps, c'est là où on va. Qu'est-ce qui se passe? Donc là où on va, pour le moment, c'est réchauffement climatique, les machines qui nous font du mal, l'intelligence artificielle qui nous domine, etc. Mais dès lors qu'on sera capable de comprendre les dimensions, les projections, et voir potentiellement de la lumière au bout du tunnel, notamment en matière d'environnement, il ne faut pas exclure qu'on change totalement d'état d'esprit. Donc je trouve que c'est intéressant, pas forcément un cours de technologie, mais plus d'autres choses, mais c'est une perspective que j'ai beaucoup entendue quand je voyage aux États-Unis, où l'état d'esprit n'est pas toujours le même, en tout cas dans les côtes, et j'ai voulu ici l'évoquer avec vous. Alors rapidement, si on essaye de comprendre un peu
ce qui se passe dans l'histoire de l'intelligence artificielle. J'ai parlé de Turing, après on a McCarthy et Minsky, qui sont vraiment deux génies purs, qui vont vraiment être les premiers à évoquer la notion de machine apprenante. Et puis après, on a Frank Rosenblatt, qui va être le premier à mettre en œuvre ce qu'on appelle le perceptron, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que plus tard on dénommera des réseaux de neurones, mais qui plutôt est un modèle symbolique avec une forte dimension statistique. Et ça marchera. Ça fera des choses très très lentement et tout ça, mais on est dans les années 50. Et ça fera dire à Marvin Minsky, d'ici 7 ans, et mettez-vous ça à l'esprit quand vous lisez ce qu'on lit actuellement dans les journaux, on aura des machines qui seront plus intelligentes que l'homme. Ce qu'on lit partout aujourd'hui. Voilà, donc c'est à mettre en perspective, encore une fois. Et puis on a Jeffrey Hinton, l'inventeur du deep learning, un personnage extraordinaire, qui posera les bases de cette technologie dans les années 70. Ça sera repris 20 ans plus tard par Yann Lequin, un Français, qui va inventer ce qu'on appelle Convolutional Neural Network, qui sont le cœur de ce qui compose aujourd'hui 90% des disciplines du machine learning, de l'intelligence artificielle. Il est toujours au top de la discipline, puisqu'il est aujourd'hui à la tête d'un très grand laboratoire qui s'appelle le FAIR, qui se trouve à San Francisco, New York et Paris, et qui est probablement le plus avancé, avec notamment les architectures GEPA en intelligence artificielle. Mais il y a quelques personnes que je voudrais distinguer, parce qu'on en parle moins et que je trouve absolument extraordinaires. D'abord, il y a Fei Fei Li. Fei Fei Li, elle va résoudre les problèmes d'apprentissage des modèles. C'est elle qui va décrire la cinématique qui permet de faire en sorte qu'on prend un chat, on prend un chien, et puis on les met dans un modèle, et dès le début des années 90, on commence à voir qu'on peut faire quelque chose. Mais on ne sait pas faire cet apprentissage rapidement. Et en 2004, elle propose la création d'une plateforme qui s'appelle ImageNet, qui permet de résoudre ce problème-là. Il y a également Andrew Ng. Andrew Ng, eh bien, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit les phases d'apprentissage sont trop longues, il faut qu'on réussisse à les accélérer. Et c'est le premier qui va utiliser des GPU, des microprocesseurs qui sont dédiés à l'imagerie plutôt que des CPU, pour faire des modèles, pour générer des modèles. Il est dans sa petite université et il va hacker une PlayStation pour utiliser son GPU pour faire son premier test à cet égard. Et il le fait absolument brillamment, puisque aujourd'hui, c'est l'architecture totalement dominante. Et puis, il y a Sébastien Thrun. C'est le premier qui sera capable de conduire un véhicule, enfin plutôt de mettre en œuvre un véhicule autonome qui va, dans le désert du Nevada, parcourir 120 km en autonomie totale et remporter ainsi un prix qui a été posé par la DARPA, une agence américaine, de 5 millions de dollars avec ses élèves de l'université de Stanford. Ce sont 3 personnes qui sont moins visibles dans l'histoire. Alors, ils sont toujours très visibles. Sébastien Thrun, c'est un auteur de MOOC assez célèbre. Andrew Ng, c'est un chercheur qui est toujours très connu. Fei Fei Li, elle était au conseil scientifique de la Maison-Blanche. Mais généralement, on les évoque un peu moins. Et je trouvais intéressant de les réhabiliter aujourd'hui. Je cite ici le véhicule autonome parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des LLM, et à juste titre. Mais par comparaison, un LLM, c'est un peu moins de 10 000 lignes de code pour faire un Llama 3, par exemple, le code générique là-dessus. Un véhicule autonome, c'est 3 millions de lignes de code. Donc c'est une complexité qui est incomparablement supérieure, notamment parce que vous n'avez pas une intelligence artificielle, vous avez des tas de modèles qui cohabitent, qui doivent réussir à faire de l'IA de précision, ce qui est beaucoup plus difficile à faire que des modèles qui sont un peu... on va dire, imparfaits comme les LLM, comme le sont les LLM aujourd'hui. Mais néanmoins, là, il y a une quinzaine d'années, donc on peut se dire, c'est long, ça prend du temps à faire quelque chose. Ce qui va se passer, c'est qu'en 2017, il y aura un papier qui suivra d'ailleurs un papier de Joshua Bengio en 2012, de Ashish Vashvani, qui s'appellera Attention is all you need, qui va être une révolution dans la communauté scientifique. En disant, on peut faire des modèles très 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 vastes, très très larges, finalement prendre des points d'appui topologiques d'une certaine manière, qui vont renforcer le modèle, quelle que soit la question posée. C'est pour ça que vous avez des modèles comme ChatGPT, qui sont extrêmement puissants,
Mais le problème, c'est que plus vous êtes large, moins vous avez de précision, plus vous avez besoin de réalignement. Et aujourd'hui, le réalignement, c'est-à-dire le fait de faire en sorte qu'on élimine les questions qui sont problématiques, enfin plutôt les réponses qui sont problématiques, bah, c'est très très coûteux en énergie. Et ça condamne, il y avait un très bon papier d'ailleurs ce matin dans le Financial Times, ça condamne probablement ces modèles à moyen terme comme modèles dominants. Alors je sais que tout le monde se fascine pour les LLM, mais il y a eu quelques voix discordantes. Déjà, il y a quand même un certain temps, dont celle de Yann Lequin, qu'on dit à un moment on touchera le mur avec ça. Et je pense qu'on commence à voir qu'il y a un certain nombre de limites à cet égard. Vous pouvez observer d'ailleurs que ChatGPT 5 n'est toujours pas sorti. Ça arrivera, ça sera probablement très spectaculaire, mais OpenAI, ils ont eux-mêmes annoncé qu'il n'y aura probablement pas de version 6 et qu'on passera à de nouvelles formes d'architecture pour aller plus loin. Donc il faut faire attention quand on vous prédit qu'il y a une sorte de loi inexorable. Elle existe, mais ce n'est pas pour autant qu'elle prédit l'avènement de AGI ou autre chose. Cette loi, c'est celle-ci. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi de Moore. C'est une loi qui fait qu'on multiplie la puissance des machines d'un facteur 64 tous les 10 ans, à peu près. Et la loi de Huang, du nom du fondateur de NVIDIA, c'est une loi qui dit qu'on augmente la vélocité des modèles d'intelligence artificielle d'un facteur 1024 tous les 10 ans. Et donc, évidemment, quand on prend cette prédiction un peu au pied de la lettre, comme le font certains polémistes avec lesquels il m'arrive de m'affronter, on dit AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, est au coin de la rue. Et c'est assez logique quand on voit finalement la puissance, on est ici, hein, la puissance de ChatGPT, vous vous dites, bah, quand on sera là, il n'y a aucun doute que ces machines seront incomparablement plus intelligentes que nous, parce que c'est déjà très spectaculaire. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'intelligence, ce n'est pas de la puissance de calcul. C'est aussi, par exemple, de l'esprit critique. C'est aussi de la mise en contexte. C'est aussi tout simplement d'avoir une compréhension du contexte. C'est pour ça d'ailleurs que Yann Lequin s'est lancé dans JEPA, qui est ce qu'on appelle des AI par objectif, c'est-à-dire qu'ils comprennent, non pas de façon statistique qu'il faut répondre à la question et juste deviner quel est le mot d'après, mais qui comprennent le contexte général dans lequel ça se situe. Et ça, c'est d'une complexité qui est incomparablement plus élevée que celle que l'on connaît. Alors, si vous voulez mettre ça un peu, challenger un peu cette dimension-là, vous dites que aujourd'hui, un modèle de type OpenAI, si vous l'isolez un peu et que vous le faites tourner un peu à taille, à grande échelle, vous avez 10 000 GPU qui le font fonctionner, à peu près. Hein, c'est une unité de parcellisation de ça, c'est 10 000 GPU. Ces 10 000 GPU qui rempliraient, je ne sais pas, mais probablement plusieurs fois cette pièce, même très largement, eh bien, c'est, en termes connectivistes, c'est 100 millions de fois moins que ce que peut faire un cerveau humain qui fait à peu près 1 litre, enfin 1,5 litre, je crois. Voilà, donc vous voyez qu'on a encore du boulot avant d'y arriver et que prendre des chiffres et les isoler, ça crée rapidement des problématiques sur ce sujet. Alors la question, c'est, finalement, maintenant que je vous ai dit ça, qu'est-ce qui va se passer? On a vu un peu les principales étapes, le machine learning, le deep learning, le CNN, les LLM, les generative AI, qui est l'une des types d'utilisation des LLM, et on est aujourd'hui. Fantastique, c'est très bien. Le futur est très difficile à prédire. Aujourd'hui, ce qui, je crois, fait le plus de buzz dans la communauté, c'est la notion d'agent. C'est-à-dire de dire que, en gros, vous avez des architectures qui peuvent être d'ailleurs à base de LLM, où on va spécialiser des tâches et on va mettre en concurrence des modèles pour qu'ils soient plus efficaces pour répondre à ces questions. Donc ça, il y a beaucoup d'émulsions là-dessus, et JEPA est d'ailleurs compatible avec des agents, les LLM le sont en général aussi, mais c'est quand même une première évolution, une évolution qui peut aller assez loin. Par exemple, on peut envisager que, vous allez le voir dans quelques minutes, on puisse faire des agents personnels. Et ça repose la notion d'architecture de façon assez forte. Vous avez vu quand j'ai présenté tout à l'heure cette espèce de spermatozoïde, le dernier époque était un rond. Et le rond parce que c'est à la fois des technologies qui sont décentralisées et centralisées. Et on voit effectivement que vraisemblablement, l'IA est sur le point de connaître une inflexion majeure
avec des modèles hybrides où le calcul se fait à la fois dans votre smartphone et à la fois dans des data centers. Et peut-être plus encore, une des hypothèses, c'est le FogML, c'est-à-dire qu'on va complètement décentraliser le calcul. En d'autres termes, vous pouvez vous appuyer sur un agent qui se trouve sur un cloud, mais potentiellement sur le smartphone de quelqu'un d'autre, si vous laissez deux IA se synchroniser, par exemple pour synchroniser un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous voulez rencontrer, plutôt que d'échanger 5 emails, c'est des agents qui le font et qui le font plus efficacement que vous. Alors on peut le faire dans une logique client-serveur, mais c'est très coûteux, c'est très énergivore, et on se rend compte que vient un moment où il faut penser à des architectures qui succèdent les architectures en étoile et qui sont des architectures plutôt en toile d'araignée qu'en étoile. C'est pour ça qu'on parle de FogML. Derrière ça, il y a la notion de AI transactionnel. Alors, ce n'est pas forcément une transaction avec de l'argent. Par exemple, un système avec un véhicule autonome, c'est un système transactionnel. Il transactionne avec les autres voitures, avec les feux rouges. Transactionnel, ça veut dire interagir avec le réel sans avoir un agent humain qui intermédie ce que je fais. ChatGPT, ce n'est pas un système transactionnel. C'est vous qui décidez si vous prenez sa réponse pour argent comptant et vous l'utilisez, ou si vous considérez que c'est n'importe quoi. Les systèmes transactionnels existent déjà dans l'intelligence artificielle, à commencer par les véhicules autonomes, mais ils sont appelés à remplir de plus en plus de tâches. Et ça veut dire l'émergence de formes d'intelligence artificielle qui existent également déjà et qui vont reprendre beaucoup de puissance par rapport au LLM, qu'on appelle des architectures de précision. C'est-à-dire que le niveau de qualité de la réponse est suffisamment élevé pour qu'on puisse les laisser finalement travailler toutes seules de façon autonome. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est très effrayant. Je vous répondrai que d'une certaine manière, on n'appelle plus ça intelligence artificielle, mais ce qui fait que le métro s'arrête devant la porte automatique à Paris. Auparavant, on appelait ça je ne me souviens plus comment ça s'appelait. En fait, c'est typiquement quelque chose qui découle non pas du machine learning, mais de l'intelligence artificielle. On n'appelle plus ça intelligence artificielle parce qu'on considère que c'est tellement banal que ça mérite plus ce titre-là. Et pendant des années, on appelait ça de la logique floue. Voilà, c'est ça. C'était le cas. Et puis évidemment, toujours cette hypothèse de AGI qui revient sans cesse. Je tiens à dire que plus je parle avec des gens qui sont dans la communauté scientifique de l'intelligence artificielle, des Yann Lequin, des Luc Julia, des Andrew Ning et consorts, plus ces gens-là me disent mais c'est pas de notre ressort. C'est-à-dire que nous, ce sur quoi on travaille, c'est sur faire en sorte que ces trucs soient très véloces, etc. Mais on est dans la science. Et AGI, c'est dans la science-fiction. C'est au-delà de ce qu'on sait prévoir. Voilà, donc je crois que c'est important de le dire parce que, comme vous, je lis la même presse, les mêmes choses, etc. Et je suis souvent assez surpris de voir le décalage qui peut exister entre ce que disent les scientifiques et ce que peuvent dire les médias, avec une culture très hyperbolique au travers de tout ça. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cette notion de AI compagnon. Pourquoi ? Parce que je la trouve vraiment intéressante. Dans le S25 de Samsung, il y a un petit LLM qui est embarqué. Je ne l'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas vous en parler en détail, mais en tout cas, j'ai vu des publications, enfin plutôt l'annonce de ce produit faite par les gens de Samsung et la vision qu'ils avaient derrière. La vision, c'est vraiment cette idée de FogML, c'est-à-dire que le modèle embarqué dans le téléphone, il gère tout ce qui est simple. C'est lui qui va interroger vos apps. Vous dites au téléphone ce que vous savez déjà faire aujourd'hui, mais quelle météo il fait. Bon, ça, c'est assez simple. Mais si vous pouvez lui dire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, comme par exemple, regarde la météo et s'il fait beau, envoie un mail ou plutôt demande sur WhatsApp à un tel qu'on aille se balader, ça, c'est déjà une petite cinématique un peu plus compliquée et que les gens de Samsung veulent rapidement mettre en œuvre. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est cette logique client-serveur, consiste à dire, mais en fait, je veux que tu m'organises un dîner avec mes bons copains, trouve-moi un bon restaurant pour le faire, trouve la bonne date et fais en sorte qu'il y ait mon cercle de meilleurs amis, les 10 personnes que je préfère, montre-moi la liste avant de l'envoyer et puis synchronise tous les agendas de tout le monde et fais-le. Voilà. Ça, c'est une perspective qui est
raisonnablement accessible. Dans une perspective de, je dirais, 3 à 4 ans, on sera capable de faire ça avec un smartphone. Donc vous voyez que c'est l'usage extrêmement brutal, modifie beaucoup de choses. Tout d'un coup, l'interface visuelle prend beaucoup moins d'importance, la voix en prend beaucoup, beaucoup plus. Et finalement, vous rentrez dans une espèce de champ topologique extrêmement complexe où vous avez des interactions locales, des interactions client-serveur et des interactions avec des entités qui sont réparties de façon qui ressemble beaucoup avec les interactions que vous avez dans la vraie vie, mais avec un coût de transaction qui s'effondre littéralement à zéro. C'est-à-dire que le coût de transaction, c'est combien de temps ça va vous prendre d'organiser ça et de le faire auparavant. J'avais un slide là-dessus qui expliquait ça. Alors ça repose beaucoup sur John Nash, la théorie des jeux. Si vous avez vu ce remarquable film A Beautiful Mind qui raconte sa vie, c'est très très lié à cette idée-là. L'idée que finalement, si on arrive à abaisser les coûts de transaction, tout à coup, il y a un champ du possible incroyable qui s'ouvre face à nous. C'est à peu près la vision, je pense, la plus intéressante que je connaisse sur les usages de masse qu'on pourra faire à l'égard de l'intelligence artificielle dans une perspective qui est raisonnablement acceptable. Je ne vous parlerai pas des GI, par contre, je parlerai de ça parce que je pense que c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que je pense que ça va avoir un impact très important, potentiellement, sur les sujets d'environnement. Mais je voudrais avant tout qu'on comprenne que c'est la systémique même de nos sociétés qui va changer. C'est une révolution anthropologique et c'est aussi une révolution productive et sociale. Le monde dans lequel on vit, c'est celui-ci. Il a été forgé au début de la première révolution industrielle. Pardon, j'ai sauté une étape. Alors j'ai peut-être viré un slide, mais voilà. C'est ça ressemble à ça. Gardez la première idée, c'est du command and control. Quand on est arrivé dans la deuxième étape, voilà, donc c'est ça, vous avez des branches, vous avez des divisions, etc. Vous avez le CEO qui est en bas et puis les équipes qui sont le staff qui est tout en bas. Et ça a très bien marché. Ça a marché pendant 2 siècles. Quand on est arrivé dans le monde de l'informatique, c'est-à-dire de l'Internet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des systèmes métiers. Donc, à l'égard d'une usine ou d'une entreprise qui fabrique des boîtes de conserve, vous avez la supply chain, vous avez l'informatique industrielle, vous avez la comptabilité, et puis vous avez le marketing et les ventes, par exemple. C'est très bien, ça a bien fonctionné, mais là où on pensait qu'on allait créer des nouveaux systèmes, en réalité, on a renforcé le modèle taylorisé. C'est ce qu'on a fait. C'est pas vraiment une rupture. C'est toujours, il y a beaucoup de labeur, il y a beaucoup de taylorisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de répétition, il y a beaucoup de bureaucratie. On pensait qu'on parlait dans les années 90 de l'informatique qui mettrait fin au papier, le zéro papier. On en est très très loin. Et donc ce système, il est plutôt décevant. Mais ce qui se passe quand on réduit les coûts de transaction, quand on fait en sorte qu'on est capable de faire en sorte qu'une supply chain, qu'un système productif, qu'un système de transport, que tout ce que vous pouvez penser, et finalement ces coûts de transaction baissent, ce qui se passe, c'est que réellement on modifie le modèle de façon extrêmement forte. On rentre dans des logiques d'écosystème. C'est-à-dire à l'échelle de l'entreprise, l'idée c'est de dire l'entreprise, elle est immergée dans la data, elle est même plus finalement une entreprise, elle est dans un écosystème de production de valeur, c'est transversal, et cette transversalité, finalement c'est de la data, c'est de là qu'on extrait de la valeur, une grande quantité de valeur. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, et je vais prendre pour ça le monde de l'automobile. Le monde de l'automobile, c'est 4 notions, c'est le design, l'industrialisation, la vente, et puis tout ce qui est services secondaires, vente de pièces détachées, etc. La force de Tesla, c'est d'avoir intégré tout ça. Et la valeur ajoutée de Tesla, chez Tesla, c'est aux alentours de 59%. Un constructeur automobile traditionnel, alors maintenant ils essaient de monter en valeur, c'est aux alentours de 35%. Et donc toute cette différence, c'est intégration de la supply chain, intégration des fonctions critiques. Ils font toutes les pièces qui sont critiques eux-mêmes, dont les batteries qui sont la grosse partie de la valeur de la voiture. Et ils intègrent la totalité de la supply chain. Ça, c'est une rupture forte. Et c'est quelqu'un qui vient du digital qui a introduit cette rupture industrielle, qu'aujourd'hui tous les constructeurs au monde cherchent à suivre.
Mais ce que dit Elon Musk, et il ne le dit pas depuis hier, hein, il le dit depuis au moins 2007 et peut-être même avant, c'est que sa vision, ce n'est pas celle-ci. C'est plutôt une vision transversale. C'est-à-dire de dire, ce qui m'intéresse, c'est la data. Et c'est de faire du parking et de la maintenance. Donc, je fais... ma voiture va se garer toute seule. Je suis les datas de ma voiture et je peux la réparer pendant qu'elle est garée. Les gens ne le savent même pas. Des services financiers, d'assurance et de leasing basés sur la data du constructeur. Où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il conduit, qu'est-ce qu'il fait, etc. Un business de recharge qui est beaucoup plus un business de data qu'on veut bien le penser. Tout ce qui est l'entertainment data. Des fonctions avancées comme évidemment la santé. Et puis la grande promesse d'Elon Musk, c'est celle-ci, le véhicule autonome. Le jour où on fait un véhicule autonome, on change le monde. Pourquoi ? Parce que 83% de l'espace public est dédié à la voiture. 83% de l'espace public est dédié à la voiture. C'est quand même construit, hein, évidemment. Et donc c'est juste impressionnant de voir ce chiffre. Et un véhicule fonctionne 7% du temps. Selon les calculs faits par Stanford, si le véhicule devient autonome, totalement, en réalité, vous n'êtes plus propriétaire de votre voiture, le taux de charge d'un véhicule passe de 7% à 30%, et donc on change le monde. Les villes sont plus construites pareil, on n'a plus besoin d'avoir des parkings dans les centres-villes, nulle part d'ailleurs, d'une certaine manière. L'intensité énergétique est bien meilleure. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent qui va commencer à se dessiner. Et ça, c'est la promesse que poursuit Elon Musk depuis qu'il est devenu CEO de Tesla, donc il y a maintenant un certain nombre d'années. Et tout ça, ça repose sur une notion qui a été évidente dès le début dans la vision de Tesla, c'est la notion de plateformisation et d'intelligence artificielle. D'ailleurs, il dit aux analystes, ne m'évaluez pas comme une constructeur automobile, mais comme une société d'intelligence artificielle, parce que c'est ce que l'on est en réalité. C'est le troisième plus grand acheteur de A100, les processeurs, les GPU que j'évoquais tout à l'heure, dans le monde, et je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'application de cette notion de plateformisation, vous allez le voir, elle marche dans tous les domaines. Dans les systèmes énergétiques, je vais aller rapidement parce que je sais que vous voulez manger votre dessert, mais on passe de systèmes qui sont absolument pilotés, où la demande n'est pas pilotée, mais qui sont pilotés par la demande, à des systèmes où on pilote la demande. C'est extrêmement compliqué parce que vous avez un échelon qui est au niveau de votre bâtiment, qu'on appelle le nanogrid, un échelon qui est le mini-grid qui est au niveau du canton, et puis un échelon national qui est le seul échelon sur lequel on sait piloter la demande pour le moment. C'est-à-dire qu'on est entre là et là, et c'est extrêmement inefficace. Si on sait faire ça, à l'échelle de la France, actuellement, à l'heure où je vous parle, on consomme à peu près 50 gigawatts d'énergie. Vous pouvez vérifier sur electricitymac.org, on est peut-être même en dessous, on doit être aux alentours de 45. Si on sait faire ça, on sait piloter aux alentours de 10 à 20 gigawatts, c'est-à-dire qu'on sait complètement effacer la pollution. On sait faire en sorte qu'on n'utilisera plus jamais les systèmes de production énergétique à base de charbon et de mazout qui existent encore en France. Et ça, c'est les arbitrages entre les trois niveaux que je viens d'évoquer, ça n'est possible qu'avec beaucoup d'intelligence artificielle pour faire ça. Le pilotage qu'on fait au niveau domestique, on le fait au niveau de 4 niveaux. La pompe à chaleur, le véhicule électrique, le ballon d'eau chaude et le washing machine. Le problème, c'est de comprendre, c'est pas de dire je coupe, c'est de comprendre des expériences. Vous rentrez chez vous, il est 7h du soir, vous branchez votre voiture électrique, c'est le pire moment pour la brancher. On est en plein pic load. Le matin, vous prenez une douche, votre ballon d'eau chaude se met en route, il est 7h30, c'est le pire moment pour qu'il se mette en route. La machine à laver, vous la mettez en route après le repas à 8h, c'est toujours le pire moment pour la mettre en route. Et tous ces produits-là, on peut les décaler. Jusque-là, c'est assez facile. Mais le problème, c'est que moi, je suis médecin et je repars à 2h du matin avec ma voiture parce que je suis urgentiste. Et donc, il faut un truc qui soit suffisamment intelligent pour aller comprendre votre contexte. Aller lire dans votre agenda, comprendre ce qui s'y passe, avec votre accord, évidemment, et être capable de recharger votre voiture parce que vous en avez besoin. C'est de ça dont on parle quand on parle d'un super smart grid, un smart grid à base de AI. Et c'est une promesse qui, sur le plan technologique,
est tout à fait acceptable aujourd'hui. C'est pas de l'AGI, c'est des technologies qu'on maîtrise, on sait le faire. Par contre, la nature systémique, elle est très très élevée pour réussir à faire ça. Je vais passer ça. Dans l'agriculture, on a un peu le même enjeu. C'est-à-dire qu'on a plein de facteurs partout, avant, pendant, après. Et pour un agriculteur, c'est hyper compliqué. C'est des milliers de facteurs à gérer. La démonstration a été faite que quand on met des modèles de machine learning, ça a été fait en Asie, sur des rizières, on multiplie la productivité d'un facteur 1,8, c'est gigantesque, hein, c'est du jamais vu. Et les externalités, notamment méthane, on les descend à zéro. Zéro. On passe de 5 tonnes à l'hectare à zéro émission de méthane. Parce qu'on arrive à ajuster tout un tas de facteurs, extrêmement nombreux, parfois d'ailleurs qui vont contre les principes séculaires et culturels qui existent. C'est ça le plus dur d'ailleurs, c'est des anthropologues qui travaillent sur ces sujets-là. Mais si on arrive à faire ça, on change le modèle agricole. Et je dirais même plus, d'après ce que les travaux d'une université marocaine, l'UM6P, qui travaille sur la qualité de la terre, on serait potentiellement capable de faire en sorte que les agriculteurs accroissent leur productivité en étant des capteurs nets de carbone. Donc de les stigmatiser sans cesse parce qu'ils polluent tout le temps, on pourrait en faire des bienfaiteurs de la planète du fait qu'ils seraient capables de renforcer l'humus de leur terrain avec des pratiques agricoles qui seraient notamment pilotées par du système à base de machine learning de façon très forte. Je vais rapidement passer parce que je sais qu'encore une fois vous avez faim, mais le modèle industriel de demain, on parle de réindustrialiser la France. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire ce qu'on a fait par le passé, c'est-à-dire des systèmes qui sont autonomes les uns des autres. Et il faut en profiter justement pour construire un modèle qui est notre modèle, qui est un modèle astucieux, avec une empreinte environnementale considérablement moindre de ce qu'elle était auparavant, et surtout une logique transversale, intégrée, où le process et le supply chain travaillent de concert. Et ça, c'est très compliqué à faire parce que vous avez des problèmes de rupture de charge. Vous voulez évidemment faire en sorte que vous ayez toujours des stocks tampons pour éviter de faire ça. Mais si vous connaissez bien, si vous êtes bien intégré avec vos fournisseurs, par la data, avec des systèmes dynamiques qui comprennent des modèles prédictifs d'IA, eh bien, vous pouvez réussir à construire un modèle productif qui est incomparablement plus efficace que ce qui existe. Il est théorisé, il est pour le moment essentiellement académique, mais néanmoins, il a démontré qu'il était extrêmement puissant. Je vais finir là-dessus parce que je vois que tout ça, j'ai quelques exemples sur ce sujet. Mon point, et vraiment j'en ai pour 2 minutes, c'est de dire que on est tous en train de... Oui, mais j'essaie de respecter la jauge qui m'est donnée, une demi-heure, et je vois qu'il est marqué 0, que ça clignote en rouge ici, pour tout vous dire. En 2 minutes, je pense qu'à ce moment où on est tous un peu inquiets de ce qui est en train de se passer pour notre pays, moi je voudrais parler d'une perspective que je trouve extraordinaire. On a vraiment des très très bons scientifiques dans l'intelligence artificielle. J'avais une conversation avec Yann Lequin il y a quelques mois qui me disait sur les 30 ou 40 personnes les plus pointues dans les LLM, il y en a presque la moitié qui sont en France ou qui sont d'origine française. Donc c'est remarquable, c'est probablement l'esprit cartésien, sa capacité de décomposition, notre expertise en mathématiques, qui découle probablement de ça aussi, qui fait ça. C'est tout à fait extraordinaire. Et c'est chouette, on pourrait le célébrer. Puis il y a un autre truc qui je trouve intéressant, c'est qu'on a un pays qui a des leaders dans l'électricité. Ce n'est pas Rexel, le grand Schneider dont j'ai parlé, voilà. Qui a des leaders dans la construction. On a... Dans les 5 plus grands constructeurs mondiaux, on en a 2, donc Vinci et Bouygues, qui a des leaders dans les services à l'environnement, donc des Suez, des Veolia, qui sont les premiers mondiaux là-dessus. Et en fait, je me disais, finalement, les Allemands, ils se sont spécialisés dans l'industrie 4.0, donc pas mal de licornes sur ce sujet. Les Israéliens, ils ont fait de la cybersécurité. Les Britanniques, ils ont fait beaucoup de licornes dans le domaine des services financiers. Et je trouve que ça serait une bonne thématique pour la France de se spécialiser dans les métiers de l'environnement et de l'intelligence artificielle. On doit faire en sorte que ces services, ils coûtent 10 fois moins cher qu'aujourd'hui et que ces entreprises, elles soient 10, 20, 50 fois plus grosses qu'aujourd'hui. Je pense que c'est un défi qui aurait la vertu de nous réunir. Aussi bien les gens qui sont très souverainistes que qui sont potentiellement très à gauche et qui sont plutôt des décroissants.
Finalement, si on disait ces technologies, plutôt que d'en faire des technologies de captation de l'attention, des technologies mercantilistes, des technologies d'exploitation, en d'autres termes, on les tournait parce qu'on y a intérêt d'un point de vue économique, on a intérêt d'un point de vue de notre santé mentale, et puis on a aussi un intérêt parce que collectivement, c'est un projet qui peut nous enthousiasmer. Ben, je me dis que c'est quand même un projet qui est intéressant, et je trouve que c'est une idée qui se défend. Merci beaucoup pour votre attention.